Salut à tous, épisode 14 avec Deceuninck Quick-Step. On est là sur une deuxième partie de Tour de France, donc profil 2021, celui que nous avons vu il y a quelques semaines. Et le chantier est quand même bien engagé pour Tadej Pogačar, pour le classement général. Après un premier épisode, donc le numéro 13, où un certain nombre de victoires ont été acquises par Deceuninck Quick-Step, bien sûr, que ce soit au sprint ou sur les étapes, je dirais qu'il était plus à la portée de Julien Alaphilippe sur un jeu comme Pro Cycling Manager. Et pour la suite, vous allez voir, il va y avoir un certain nombre d'étapes de montagne qui vont nous poser un vrai défi, en fait. Comment réussir à s'accrocher aux deux Slovènes, comment faire face, par exemple, au retour d'Egan Bernal au classement général si ce dernier se met à grimper, je dirais, à la hauteur de ses notes. Donc, étape 10 à 21. Voilà, on va proposer ça ici. Ça commence avec une étape Albertville-Valence, c'est la numéro 10, et où on a, nous, quand même un petit peu en tête aussi le maillot vert pour Sam Bennett, ce qui veut dire qu'il faut essayer de marquer des points, que ce soit au sprint intermédiaire, derrière les échappées, il y a quand même quelques points à aller chercher, ou au minimum une résistance à apporter vis-à-vis de Van Der Poel ou de Caleb Ewan, qui sont à la lutte pour le maillot vert. Arnaud Démare n'a peut-être pas encore dit exactement son dernier mot. Il faut aussi faire attention à cela. Et donc, voilà, toujours de l'enjeu, en fait, ça qui est amusant avec cette équipe. Presque quel que soit le terrain, on a quand même toujours un petit truc pour s'amuser avec les uns ou avec les autres. Voilà, donc Sam Bennett qui vient comme ça un petit peu sécuriser quelques points à l'intermédiaire. Puis après, c'est vrai que comme le team de Jumbo-Visma pour Groenewegen, comme la Groupama FDJ pour Arnaud Démare, ou bien la Lotto Soudal de Caleb Ewan s'occupe par moment de faire le train, cela permet ensuite à mon équipe d'essayer de contrôler la toute fin de course sans s'être trop fatigué auparavant. Les quatre équipes que j'ai citées donc se partagent vraiment le travail. Allez, Stybar va lancer Sénéchal, qui ensuite sera chargé de lancer Bennett le plus tard possible, j'ai envie de dire, afin de profiter en plein des qualités du sprinter irlandais. Voilà, une victoire ici devant Arnaud Démare. Ça ne s'est pas joué à grand chose, c'était très serré, et j'ai envie de dire, une fois de plus, le train de Deceuninck Quick-Step s'impose. Il n'y a pas non plus à crier à l'exploit ni au scandale. C'est tout à fait correct que les choses se passent ainsi. Allez, c'était pas le truc qu'on attendait, je vous l'avoue. Ce qu'on attend, c'est plutôt ce qui va venir dans pas longtemps. Après, Sam Bennett, je peux déjà l'annoncer, je ne le prolongerai pas. Donc on joue le coup à fond pour lui sur ce Tour de France. On va essayer de lui faire obtenir le maillot vert, un petit peu à l'instar de ce que Mark Cavendish a réussi à obtenir sur la grande boucle. 4 victoires d'étape, IRL plus le vert. Je suis un petit peu animé des mêmes intentions, je dirais, à ce niveau-là. On va tenter de s'échapper dans l'étape 11. L'étape 11, donc, avec ce double passage au sommet du Mont Ventoux. Et donc le jeu nous présente quelque chose qui est quand même à observer. Ce sont ces zones de vent proches du sommet du Ventoux, ce qui paraît totalement réaliste. Quand on est déjà monté au sommet du Mont Ventoux, on a compris qu'il y a quand même un sacré vent là-haut, donc c'est tout à fait cohérent. Après, est-ce que pour autant ces zones de vent vont avoir un impact sur la course? Bien écoutez, ça je peux déjà dire que non. Et je peux également dire que pour l'avoir déjà joué en course unique, en course simple, ou bien même en multi,
les zones de vent n'avaient non plus pas eu le moindre impact au sommet. Mais ça se conçoit également, hein. Après, ça peut être en termes d'abri, s'il y avait un sprint pour le GPM, éventuellement on pourrait jouer un truc comme ça, mais a priori quand même pas un gros impact. Mais c'est vrai qu'il y a quand même, je trouve que c'est sympa que les créateurs de la carte aient pensé à le faire apparaître. Nous sommes représentés à l'avant avec Stybar, avec Cataneo, avec Van Seuvenant, avec quelques idées en tête. C'est-à-dire qu'en fait, Stybar a été chargé essentiellement d'accompagner le plus loin possible Cataneo et Van Seuvenant. Et puis ensuite, il va falloir voir lequel des deux, entre Cataneo et Van Seuvenant, va être capable d'aller le plus loin possible. Peut-être essayer de marquer des points au classement de la montagne pour l'un des deux. Donc c'était un petit peu ça que je m'étais dit. Après, il faut dire que le champ laissé à l'échappée n'est pas très très important, puisque le peloton roule vraiment pas mal sur cette échappée. On ne laisse pas partir manifestement les coureurs concernés. Moi, à un moment donné, je suis obligé de rabattre Cataneo avec Julien Alaphilippe parce qu'en fait, Alaphilippe commençait vraiment à manquer de soutien. C'était aussi ça le projet, c'était d'avoir d'abord Stybar un peu économisé puisqu'il s'était relevé pour protéger Julien. Ensuite, Cataneo. Puis après, Van Seuvenant, par contre, il a le droit de jouer sa carte pour, on ne sait pas, essayer peut-être de passer en tête au premier passage au sommet du Mont Ventoux. Et puis voir ensuite si les leaders continuent à faire rouler des équipiers. Alors des équipiers, forcément, quand le peloton est réduit à 42 unités, il y en a moins qu'avant. Mais pour autant, ça peut rouler quand même. Donc là, au cas où on vient prendre quelques points, on sait pas ce que ça peut donner. Il y a 3 minutes à ce stade-là pour Van Seuvenant qui aborde la descente. Et puis vous voyez en bas de cette descente, l'écart n'est plus que de moins de 2 minutes. Donc c'est un petit peu dommage. Barguil et Van Seuvenant semblent un petit peu courts en fait, hein, tous les deux, pour faire face, je dirais, à la manière dont les équipiers, comme les équipiers Ineos par exemple, ou les équipiers Jumbo-Visma, ont décidé de muscler cette course. Là, c'est Geraint Thomas, hein, qu'on aperçoit, qui a pas mal roulé. Il s'est mué en équipier, tout comme Richie Porte, équipier de Egan Bernal. Ici, là, c'est un moment où ensuite, environ à la moitié de l'ascension du deuxième Ventoux, bien nous avons comme ça quelques hostilités qui sont lancées. On a aperçu Simon Yates ou Higuita, entre autres. Et puis c'est surtout le moment où on commence à serrer les dents. Parce que la barre rouge, c'est pas ce que je regarde en premier, ce serait plutôt la barre jaune qui commence quand même à disparaître, disons-le, hein, malgré une très belle forme du jour. Puisque en fait la préparation d'Alaphilippe sur ce Tour de France a été finalement relativement bonne. On avait évidemment l'interrogation de ce nouveau système de planification et d'objectifs. Au final, les nombres de jours de course, etc., tout s'était passé relativement correctement. Mais de là à suivre les tout meilleurs dans le Ventoux quand ça s'explique entre Cador, en fait, non. Pas du tout. On a dû donc à un moment donné choisi de me relever légèrement pour ne pas terminer quelques kilomètres de Ventoux avec plus de barre du tout. Donc forcément ça a un coût, hein, et ce coût s'appelle 2 minutes, voilà, 2 minutes au sommet de retard pour Alaphilippe. Et après l'avantage c'est que tout le défi peut être d'essayer de récupérer une partie de ce temps-là dans la descente, puisque Julien Alaphilippe, doté d'excellentes capacités de descente, a les moyens en presque 20 km, enfin il y a 20 km de descente
il y a peut-être moyen de faire quelque chose, hein, et de reprendre quelques hommes intercalés entre le groupe Alaphilippe et le groupe Bernal-Yates qui était passé au sommet du Ventoux en premier. Alors donc, c'est marrant de voir, il y a certains coureurs comme ça qui s'accrochent vraiment, d'autres qui ne font pas un effort prodigieux pour essayer de rentrer. Nous, on a quand même réussi à boucher du temps. Pogačar également a bouché du temps, puisqu'il va se retrouver quasiment à sprinter pour la victoire avec Yates et Bernal. Et quand même, vous voyez, on a réduit l'écart dans cette descente. On a réussi à reprendre un petit peu plus d'1 minute pour limiter la casse au classement général. Donc victoire relativement nette, hein, au sprint de Simon Yates. Bernal n'a pas été en mesure de l'inquiéter, et Pogačar avait peut-être aussi dans les jambes sa remontée vers les deux premiers, voilà, puisqu'il a quand même fait une bonne descente. Il a réussi à rentrer sur les 2 hommes de tête. Voilà. Victoire de Simon Yates. Une belle place pour David Gaudu, 4e. Ici, Alaphilippe à 42 secondes. Et donc, un top 3 qui se dégage à ce stade-là, mais Bernal qui se rapproche en 4e position. Toute la question, ça va être de savoir si on va réussir à maintenir encore un petit peu d'écart sur Egan Bernal pour Julien Alaphilippe, ou si on va être amené à abandonner cette 3e place. À ce moment-là, je ne sais absolument rien là-dessus, parce que même 3 minutes sur Bernal, avec quelques ascensions pyrénéennes qui nous attendent, ça peut ne pas suffire, mais ça peut aussi tout à fait suffire et se rattraper partiellement sur le contre-la-montre également de l'étape 20. Voilà. Donc, grosse incertitude. À l'intermédiaire, tiens, cette fois-ci, c'est Fernando Gaviria qui a sprinté pour les points. C'est une chose à laquelle je ne m'attendais pas à ce point-là. J'aurais plutôt attendu quelques autres coureurs. Et puis après, vous savez, il y a une zone de vent en fait sur cette étape. Hein. Cette étape 12 qui arrive à Nîmes. Il y a une zone de vent, mais qui est assez réduite par rapport à celle que nous avions eue dans l'épisode précédent, à l'étape 6, où là il y avait une très très longue zone de vent sur ce Tour 2021. Et on va essayer tout de même d'en profiter. Hein. Avec cette équipe-là, on a toujours intérêt à tenter des bordures. Le vent n'est pas bien fort, faut quand même l'avouer. Vous voyez, avant la zone, on était à une dizaine de km/h de vent. Le pire, c'est qu'il n'était pas forcément orienté d'une manière à provoquer des cassures. Et puis là, on monte à environ 20 km/h. 20 km/h, ça baisse un petit peu, 12 km/h un petit peu plus loin. On n'est pas sur du 40 km/h qui pourrait permettre de faire des ravages. Néanmoins, j'ai roulé. Quitte à sacrifier mon sprinter, c'est pas quelque chose de très grave. On demande dans certaines étapes comme ça à Sam Bennett de s'employer. Vous voyez, c'est là c'est aussi sur ce genre de détails qu'on s'éloigne totalement de la réalité, où je pense que sur une étape comme celle-ci, on ne demanderait pas nécessairement à Sam Bennett de rouler. Hein. On l'économiserait, ou bien on le garderait bien au chaud pour le sprint. Mais là, j'ai d'autres projets, en fait. Et notamment celui, vous voyez, une fois que ça a pété ici, avec 40 coureurs dans le groupe, je tente quelque chose avec Casper Asgreen. Donc, Casper Asgreen a les moyens de sortir. Il reprend Godon, puis le lâche. Voilà. Pour ensuite disposer d'une trentaine de secondes à 4 km de l'arrivée, avec un peloton qui est décimé, hein, forcément. Ce qui veut dire que quelques équipiers subsistent. Les leaders ou certains presque leaders, lieutenants, ont tendance à essayer de rouler, mais en fait n'en peuvent plus. Donc il y a quand même un gros épuisement, hein, sur cette étape-là. La zone de vent et le travail de la De Koning Quick Step ont fait quand même des ravages, et notamment auront permis sur ce coup-là à Casper Asgreen de sortir dans les 15 derniers bornes et d'aller terminer le boulot de manière assez
bon, sympathique. Moi, c'est un coureur que j'adore, je vous l'ai déjà dit. Il est plus qu'impressionnant et moi, il me passionne. Il me passionne à chacune de ses courses, Casper Asgreen, même dans l'anonymat, parce que je suis ultra impressionné par ce gars. Et donc c'est vrai que affectivement, je lui devais une tentative sur une étape donnée. Il fallait à un moment donné qu'il y ait quelque chose qui soit pensé pour Casper Asgreen. Ça a été le cas ici sur l'étape 12. On le paye d'ailleurs le lendemain. Douleur au dos pour Casper Asgreen au matin de l'étape 13. Et douleur au dos, j'ai envie de dire, ça peut vite passer, puis ça peut aussi être super grave, donc à surveiller. Je ne le maintiendrai pas en course coûte que coûte. S'il y avait une aggravation, je pense qu'on prendrait tout de suite la décision qui s'impose, parce que la saison, il y a encore des objectifs, hein. Il y a encore beaucoup de choses à faire sur cette saison, notamment, je pense qu'il y a une Vuelta qui est amusante à jouer, mais là il n'y aura pas Asgreen. En revanche, il va falloir compter sur lui pour la fin d'année. Et je pense là par exemple à un Tour du Benelux ou à quelques classiques qui pourraient s'adresser à Casper Asgreen, même si évidemment c'est moins sexy. La fin de saison pour les Flandriens est moins sexy que le mois de mars et le mois d'avril, mais quand même. Alors là, c'est dommage. On a à un moment donné bah oui, il a pris les points, mais il n'est pas premier, il n'est pas leader, hein, Van Sevenant du classement de la montagne. Il n'est pas leader. C'est Pogačar le leader, mais par contre Van Sevenant porte le maillot. Et cette chute, qui arrive quand même fort loin de la ligne d'arrivée, va provoquer, je vais faire se relever Honoré, et puis après on a Honoré et Van Sevenant qui vont donc terminer cette étape très très loin. Juste, on va essayer de rentrer dans les délais sans se faire trop mal. Petit coup du sort, hein, pour notre grimpeur belge, grimpeur puncher. Et par contre, dans le final, Stybar qui va mettre Sénéchal dans de bonnes conditions, et Sam Bennett qui lance à mon avis d'un peu trop loin. Regardez, on s'est fait ici totalement possédé par Van Der Poel sur cette arrivée, et d'ailleurs pas que par lui, puisque même Caleb Ewan et Arnaud Démare ont réussi à s'intercaler. Donc voilà, un premier fiasco en fait ici au sprint dans la stratégie d'équipe. Ce serait trop facile de chercher une excuse du style Van Sevenant ou Honoré qui sont pas là, etc. C'est pas vrai, puisque finalement je ne les utilise pas forcément dans le train, hein, dans le train de Sam Bennett. Donc non, c'est juste une petite config d'arrivée qui était mal gérée, ou alors pas vraiment pour moi ce jour-là. Enfin, on peut peut-être pas non plus tout gagner, hein. Asgreen est inquiétant. En fait, il a baissé de 3% ici de forme entre l'étape de la veille et cette étape-là, ce qui fait que je suis déjà à 2 doigts de le faire abandonner. À voir. De toute façon, on a bien compris que Casper Asgreen ne serait pas l'élément déterminant pour la victoire sur ce Tour de France de Julien Alaphilippe, même si honnêtement, il y a des moments où Asgreen peut s'avérer excessivement précieux en tant que protecteur là dans cette partie, et y compris d'ailleurs sur des ascensions. J'avais aussi par exemple pu gagner, je crois que c'était à Mur de Bretagne à l'étape 2, gagner grâce à un très très gros travail d'Asgreen. Donc il faut pas mésestimer l'impact du bonhomme, mais voilà, on tente un dernier baroud d'honneur là ici avant de réévaluer la situation, peut-être au moment de l'étape du jour de repos, hein, le jour de repos qui arrivera après l'étape 15. Là on est sur l'étape 14, donc j'essaie de sortir sur le final ici avec Casper Asgreen tout de même, pour essayer de l'utiliser tant qu'on l'a, et avec cette arrivée à Quillan. Puis après il s'avère qu'en fait non, celle-là n'était pas, on va dire, prenable de cette façon-là. On va donc se réorganiser assez rapidement, demander éventuellement à Julien Alaphilippe
de rouler à la toute fin pour Sam Bennett. Finalement, notre sprinter est totalement dans le coup ici pour cette arrivée. Alors c'est parti. Sam Bennett qui va comme ça ici. Venir, regardez, hop. Oh, ça se joue à très très peu. Venir d'un cheveu, prendre sa revanche par rapport à la veille sur Mathieu Van Der Poel. Il faut dire à ce moment-là qu'il y a une vraie lutte pour le maillot vert. Parce que Van Der Poel n'a absolument pas lâché l'affaire. Et loin de là. Et ce qui fait que la victoire ici à Quillan, elle est vraiment salvatrice au niveau du classement par points. Donc il y a vraiment une lutte entre ces deux hommes-là, mais attention, Caleb Ewan n'a peut-être pas dit non plus son dernier mot. Et puis après, il y a quand même une remarque que je me permets de faire, c'est toujours la même. Sur une étape comme celle qui vient d'avoir lieu là, honnêtement, j'aurais pas forcément attendu Sam Bennett pour la gagne. C'était quand même pas pour lui à mon sens, c'était plutôt pour des sprinters qui passent beaucoup mieux les difficultés. Mais il se trouve que dans cette étape, au final, la course n'avait été durcie par personne. En tout cas, personne qui a réussi à faire en sorte que Sam Bennett ne soit pas à l'arrivée. Allez, un petit intermédiaire par-ci, voilà. On constate que Ewan et Van Der Poel continuent à faire les sprints. Donc il faut bien faire gaffe. Continue à avoir aussi pas mal de petites chutes par-ci par-là. Mais bon, ça, à la limite, je m'en fiche, en fait. Ça met un peu de sel dans le truc. Pas beaucoup d'abandon, hein. Vous avez vu, les équipes sont quasiment au complet. Presque toutes sont au complet, en tout cas, à ce stade-là. Et puis, le team UAE roule ici. Alors certes, Matteo Trentin, un Falmaika, ok, c'est pas non plus... ça nous fait pas froid dans le dos, si j'ose dire. Mais sur cette étape-là, on a bien compris les intentions de Pogačar. J'ai remarqué, il y a quand même une vraie logique cycliste, quoi, hein, qui est assez appréciable. Je critique parfois, donc on va aussi dire du bien. Il y a une vraie logique, j'ai remarqué, lorsque le team UAE, bon certes ils ont le maillot, donc ils essaient de contrôler, hein. Là il y a aussi un comportement qui est cohérent dans le jeu, mais également lorsque Pogačar a décidé de faire quelque chose sur une étape, j'ai remarqué que le team UAE est assez présent au cours de cette étape-là. Et puis après, par contre, il y a quelque chose de prévisible dans ce comportement. Alors là, que ce soit UAE, que ce soit Ineos Grenadier ou même Jumbo Visma, toujours la même logique qui veut que lorsque le dernier équipier a donné tout ce qu'il pouvait, si on est à un endroit, je dirais, raisonnable pour attaquer, et même parfois sans être à un endroit raisonnable pour attaquer, le leader il y va. Hein. Le leader y va et il n'y a pas d'hésitation particulière. Ici on va tenter quelque chose, c'est de prendre un peu d'avance dans cette descente pour essayer d'aborder la dernière difficulté du jour. C'est très difficile, hein, Collioure et Béchialis. Hein. Donc je tente de sortir un petit peu avec Romain Bardet pour que les deux hommes aient un petit peu d'avance avant d'aborder cette dernière difficulté. Et puis après, on se rend bien compte que derrière, Hirschi dans un premier temps pour UAE et Carapace dans un deuxième temps, on se met tellement une mine pour arriver à rentrer sur les deux échappés que ça me paraît... Enfin, les deux hommes intercalés, si on est cohérent, parce qu'il reste encore des échappés à ce stade-là, notamment Jakob Fuglsang. Voilà, je pense qu'en fait, ça n'a pas trop marché de vouloir prendre de l'avance, parce que ça m'a limité le gain de barre. Allez, là, on tente de prendre la route Pogačar, carrément. On va pas se gêner. Et là, à ce moment-là, allez, attaque de Tadej Pogačar. En fait, j'ai essayé de profiter pour une fois, et on peut pas être toujours attentiste non plus. Hein. J'ai essayé de profiter pour une fois de l'attaque de Pogačar et voir s'il n'y a pas moyen de partir avec lui pour reprendre du temps aux autres. Mais en vérité, il y a moyen de pas grand-chose sur cette toute fin d'étape. Pogačar s'envole. Pogačar semble bien
au-dessus, y compris de Roglic ou de Bernal hein, sur ce coup-là. On va essayer de basculer avec les meilleurs, mais même ça va être difficile. Regardez, Pogacar qui en remet une couche, qui reprend ici Bob Jungels. Il reste encore quelques hommes hein, à l'avant. La victoire d'étape, elle semble promise à un échappé. Mais en l'occurrence, ça va être Fuglsang. Hein. On va pas se faire de mystère. Une cinquantaine de secondes, il reste 7 km de descente. Il n'y a personne qui reprend Jakob Fuglsang dans ce contexte-là, ici. Là. Et par contre, dans la descente, Julien Lafilippe va de nouveau essayer de boucher un écart. Et heureusement qu'il y a quelques arrivées en descente qui nous permettent de récupérer vraiment du temps. Donc pendant que Fuglsang lève les bras sur la ligne, en fait, Alaphilippe reprend le groupe, on va dire le groupe Pogacar. Et donc finalement, tout ça pour pas grand-chose, puisque les tout meilleurs terminent tous dans le même temps, malgré une certaine supériorité affichée de Pogacar, malgré une tentative à un moment donné d'Alaphilippe, malgré des velléités d'Higuita ou de Romain Bardet, par exemple. Ceux qui ont eu raison sur cette étape-là, c'est Bernal, Lopez, ou même surtout Primož Roglic, puisque finalement, ils n'ont pas bougé, et la vérité, c'était de ne pas bouger hein, sur ce coup-là, puisque rien n'était réellement possible. En tout cas, il n'y a eu aucun écart qui s'est vraiment fait. Des gros regrets pour Max Schachmann, qui rate l'opportunité de victoire d'étape sur ce coup-là. Fuglsang était un petit peu au-dessus. Donc vous voyez, après l'étape 15, on en est là. On en est à aussi une situation dramatique pour Asgreen. Mal de dos aggravé. Alors là, inutile de vous dire que l'abandon, bien sûr que je l'envisage. Et d'ailleurs, ça va être immédiat. Oui, nous retirons Kasper Asgreen de cette course. Même s'il apparaît encore au moment où on le retire, ce n'est qu'une question d'affichage. Voilà, ça y est, il n'est plus là. Nous n'avons plus que 7 coureurs. Donc, on va continuer à jouer, je dirais, tranquillement les choses. Hein, c'est-à-dire que Van Sevenant va être envoyé régulièrement en échappée, si cela est possible. On verra quel est le comportement du peloton également. Parce que c'est pas évident d'arriver à résister au retour du peloton dans certaines circonstances. Zdenek Stybar aussi fait partie des gars que je peux essayer d'envoyer à l'avant. Puis après, je dirais que les 4 autres, ils peuvent être utilisés. Non, mais on peut aussi envisager du Honoré ou du Cataneo. Hein. Mais les autres, voilà, je préfère quand même plutôt les utiliser en protection de Julien Alaphilippe, surtout sur une étape comme celle-ci, qui n'est pas non plus hors de portée de Julien pour ce qui est de gagner du temps ou pour essayer de gagner l'étape tout court, etc. Stevie va plutôt être utilisé à l'avant comme aide de Van Sevenant. En tout cas, c'est plutôt comme ça que je vois les choses. Les GPM sont le terrain d'une lutte sans merci. Les mecs s'étripent pour 3 ou 4 points. C'est amusant. Et Stybar, évidemment, paye la note, mais arrivera à rentrer tout de même. Donc, c'est tout ce qu'on lui demande. Il est rentré notamment grâce à une descente assez rapide. Voilà. Derrière, le peloton, on ne sait pas en fait si à ce moment-là il est en contrôle, s'il va se décider à réduire cet écart, oui, ça va être le cas, ou s'il va finalement laisser partir et laisser, je sais pas, 7-8 minutes à s'échapper, ben écoutez, on n'en prend pas le chemin. Hein. Là ici, hop, Van Der Poel, Caleb Ewan font l'intermédiaire, moi je ne suis pas allé le faire cette fois-ci, avec Sam Bennett. Vous voyez, ça remonte. L'écart a tendance à faire un petit peu le yo-yo. Hein. On a tantôt 3-4 minutes, tantôt on retombe à 2 minutes. Il faut y croire dans ces cas-là. On redescend Stybar, hein, une fois qu'il a terminé son travail. Il faut y croire hein, pour Van Sevenant. Il y a peut-être quelque chose à faire ici. Hein. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est les compagnons d'échappée. On va aller regarder ça de plus près. Il faut être certain déjà qu'il va y avoir une arrivée à se disputer entre hommes à l'avant, hein, avant de s'y intéresser réellement. Vous voyez, Bok Mollema et Hugh Carthy sont les protagonistes
avec Van Sevenant pour l'étape, même si on est encore très très loin. En tout cas, les 3 plus forts les a identifiés. Malheureusement, Lutsenko a lâché dans la 2e difficulté du jour. Et ben voilà, on se repositionne. J'essaie de profiter parfois des descentes pour me remettre un petit peu mieux positionné avec Julien Alaphilippe, que je laisse par contre un peu glisser dans certaines ascensions où on n'a pas peur de se faire décrocher comme celle qui vient de précéder. On va terminer par le col du Porté d'Aspet au niveau des difficultés majeures de cette étape 16. Donc bah écoutez, maintenant 2 minutes, puis 1 minute 30, puis 1:40, on remonte un petit peu, ça se stabilise. C'est Ineos qui semble rouler. L'écart se réduit, hein, vous avez vu. Aïe aïe aïe. Écart bien réduit. Allez, on va essayer d'attaquer On a déjà essayé de muscler notre effort jusque-là dans l'ascension du Porté d'Aspet. Et je crois que c'est le moment d'essayer de tenter la chance de Van Sevenant, qui a déjà au moins pris des points pour la montagne dans cette étape-là. C'est déjà une forme de bonne nouvelle. Il reste un final sur lequel on ne sait toujours pas à ce moment-là si les 3 hommes vont s'expliquer ou si on va se retrouver avec un peloton qui rentre sur l'échappée, auquel cas ça terminerait peut-être pour les grimpeurs punchers ou punchers grimpeurs comme vous voulez. En tout cas, ce qui est clair, c'est que ça commence à se tirer la bourre à l'avant. 14 km, l'écart s'est stabilisé autour de 1:30, 1:40. Il y a peut-être encore un truc à faire en fait pour Van Sevenant qui attaque ici. Ah, est-ce que ça va le faire? On a essayé de surprendre Mollema et Carcy, on a même essayé de les contrer. Ce qui est clair, c'est qu'avec 2 minutes environ d'avance à ce stade-là, oui, il semblerait que le peloton ne soit plus vraiment en mesure de reprendre l'échappée. Logique, réduit à une 40aine d'unités, il a de moins en moins d'équipiers pour rouler. Ici, Hugh Carcy a repris Van Sevenant sur une accélération héroïque. Et Van Sevenant, donc, je vais m'appliquer à essayer de sanctionner là où ça fait mal. J'ai vu un petit peu la cinématique de défaillance de Carcy. Par là même, Van Sevenant en replante une petite accélération et va se retrouver peut-être en position d'arriver en solitaire. Vous voyez derrière, ça s'est relevé entre-temps. Dès que le peloton a vu que la victoire d'étape n'était plus accessible, il s'est relevé et Van Sevenant va terminer ici en solitaire avec une 40aine de secondes sur la fin. Mollema et Carcy ont un petit peu craqué. Ils étaient à bout de force. Et derrière, allez, on va aller non pas chasser la bonif du tout, mais vous regardez si quelque chose ne pourrait pas être possible vis-à-vis d'un gain de temps. Non, c'est pas possible. Il n'y a rien qui va être gagné. Bon, voilà. Une étape relativement tranquille pour Julien Alaphilippe. C'est pas mal aussi, parce qu'il y a des étapes difficiles qui vont arriver tout de suite. Et donc, la victoire pour Mauri Van Sevenant. C'est pas mal, je trouve. C'est sa plus belle ligne au palmarès 2021 dans cette carrière-là. Il fait partie des rares coureurs qui sont encore sous contrat pour l'année suivante. Sur l'effectif de Koenig Quick-Step, qui est quand même assez abondant, il n'y en a que 6 hommes qui sont encore sous contrat l'année suivante. Van Sevenant en fait partie. Et puis, tout comme, vous voyez, je vous ai montré un Bagioli qui avait connu un petit peu son moment de gloire. Il y avait une étape sur le Pays Basque pour Bagioli, il y avait 2 étapes sur le Tour de Suisse. Bon là, c'était le moment de gloire de Van Sevenant sur cette saison. Partie des coureurs quand même assez intéressant à avoir comme assistant de Julien Alaphilippe sur tout un tas de situations. Alors c'est sûr que ce Tour de France n'a pas exactement pris le tour de ce qu'on aurait pu imaginer à l'avance, connaissant Pro Cycling Manager et ayant l'habitude parfois de faire des choses inattendues et limite inexpliquées avec des punchers très solides, ce que je vous ai montré dans les précédentes années.
C'est vrai qu'on aurait pu s'attendre à un Julien Alaphilippe qui soit peut-être un petit peu plus à la lutte que ce qui ne l'a été réellement sur ce général, puisque là on est quand même relativement mal embarqué. 2 minutes avec des étapes aussi difficiles là qui s'annoncent, à commencer par celle-ci, enchaînement Persourde qui arrive à Saint-Lary là. C'est absolument terrible, on s'attend à prendre une véritable déculottée. Mais moi je suis assez content en fait que le jeu se comporte comme ça et que le classement général de ce Tour de France appartienne aux grimpeurs et aux vrais coureurs de tours majeurs comme Pogačar, Roglič ou bien Egan Bernal, dont on va voir qu'il va plutôt bien performer sur cette étape-là. J'ai envoyé évidemment de nouveau Van Sevenant à l'avant. Après, ça se passe pas forcément aussi bien. Non, il a des possibilités à ce stade-là, Van Sevenant, mais il n'est pas non plus encore apte à vraiment faire très très fort, et de ce fait, je le rabats plutôt dans la roue d'Alaphilippe, voilà. Cattaneo s'occupant de la protection ici sur le col de Val-Louron, Azé. Encore une fois, c'est vraiment l'ascension finale ici qui va faire très très mal. Il y aura une vraie difficulté à la fin. Vous voyez, c'est intéressant, Ineos a pas mal roulé, maintenant ils sont un petit peu démunis, même s'il reste encore Geraint Thomas, Carapace, mais les autres se sont relevés. Et là, je vais tenter quelque chose. Allez, on tente quelque chose. On tente de devancer, après tout. Pourquoi pas. La stratégie, de toute façon, attentiste n'a pas payé. Et si on prenait un petit peu d'avance sur une descente, comme j'ai tenté de faire tout à l'heure avec Romain Bardet, enfin en compagnie de Romain Bardet, là, c'est un petit peu pareil. Ça s'avère pas spécialement concluant. Ah oui, c'est vrai que Tobias Foss est assez exceptionnel. C'est lui le meilleur équipier de Primož Roglič sur ce Tour de France. Surtout, étant donné que Wout van Aert n'a pas été aligné, ce qui est quand même le regret majeur de cette partie. Là, c'est le duo des Martin. Il y a Dan Martin, Guillaume Martin, qui est échappé. C'est assez amusant. Tobias Foss, toujours très très fort. Egan Bernal ensuite, qui sort. Simon Yates, qui le rejoint. On a une vraie explication dans le col ici de portée. Et là, franchement, c'est Foss qui tient la baraque derrière, même s'il commence à être un petit peu en difficulté. Et devant, ça s'échappe. On se demande un petit peu à quel moment est-ce que Pogačar va sortir. Vous voyez, à aucun moment le team UAE n'a été en mesure de contrôler cette course. Dès que ça a commencé à s'enchaîner, les difficultés, pas évident, puisque même à la limite Pogačar a laissé rouler Roglič. En même temps, il y a une certaine logique à cela, puisque Bernal est à l'avant, et puis nous, on se relève très très modestement, je dirais, au moment où l'explication se fait entre Cador. Pogačar n'a besoin d'aucun équipier, puisque de toute façon, il y a Roglič qui a roulé pour lui à un moment donné. Ensuite, il est réellement le plus fort, donc il sort tout seul. Il va essayer de partir à la chasse d'Egan Bernal. Egan Bernal quand même relativement bien parti pour une belle victoire ici au sommet. Une victoire à la fois pour marquer les esprits et puis également quand même assez prestigieuse. Bernal va reprendre beaucoup de temps à certains coureurs, si vous voyez ce que je veux dire, et va s'imposer ici, avec quand même un beau retour de Roglič avant que Pogačar n'ait un sursaut. Bref, les trois hommes forts sont largement identifiés. On n'a aucun doute sur qui domine ce Tour de France. Et là, on va avoir un repositionnement sur cette étape-là. Repositionnement d'Egan Bernal au général. Vous voyez, une seule arrivée au sommet aura suffi pour que Bernal passe devant Alaphilippe au général, ce qu'on va voir juste dans un instant. En revanche, on peut être un petit peu plus surpris de la manière dont Miguel Angel Lopez a pu craquer. J'aurais pu attendre aussi David Gaudu sur une meilleure perf. En tout cas, le boulot d'Ineos Grenadier aura vraiment été couronné
par cette victoire d'Egan Bernal. C'est exactement le phénomène que je signalais tout à l'heure. On a fait rouler, puis à un moment donné, c'est Geraint Thomas qui a pris les choses en main, et dès qu'il n'en pouvait plus, Carapace, et puis ensuite Bernal est sorti. Et Bernal est sorti pour aller jusqu'au bout, même s'il a quand même faibli, hein, vous avez vu sur la fin, il a perdu pas mal de temps dans les derniers hectomètres, dirais-je. Bernal repositionné, Alaphilippe à 7,29 de Tadej Pogacar. Il y a une logique, je trouve ça plutôt sympathique, et c'est bien parce qu'en fait, si on avait bien performé, ou si on avait été au-dessus de ce classement-là, en fait, sur le Tour de France, en gros, si on l'avait gagné, ou si on avait été quasiment en mesure de le gagner, avec Julien Alaphilippe, au premier degré, ça aurait pu être rigolo. Mais en fait, ça aurait été pathétique, parce que on préfère largement se retrouver face à une certaine logique respectée, que face à une énième fois un puncher futile Alaphilippe, hein, donc le puncher peut-être qui s'impose. Ça aurait été, moi franchement, ça m'aurait laissé un mauvais goût en bouche. Et puis vous voyez, dans le Tourmalet, le lendemain va se passer encore quelque chose d'assez similaire, avec Alaphilippe qui n'en peut plus à un moment donné, et derrière cela Bernal qui accélère, Pogacar également qui suit, Roglic qui s'accroche. Alors après, évidemment, hop, pour le sommet, on se regroupe, mais ces trois hommes, on devrait encore les retrouver dans l'ascension finale. Donc évidemment, il va de soi que Pogacar prend les commandes du classement de la montagne, mais sans qu'il y ait aucune hésitation. C'est pour ça que je ne me suis pas trop non plus accroché avec Van Sevenant. J'ai bien vu que les leaders étaient tellement compétitifs qu'il serait bien délicat d'aller chercher ce classement. Puis on n'est pas non plus obligé. Hein. Tiens, Vlasov. C'est amusant, c'était une scène ici où en fait Alaphilippe était rentré facilement dans la descente du Tourmalet. Et puis on avait vu un petit groupe avec Higuita également qui rentrait dans un deuxième temps. Par contre, Vlasov, lui, n'est jamais rentré dans la descente. Alors là, moi je me relève. Hein. On va même pas chercher à faire quoi que ce soit. En fait, je préfère y aller à mon rythme. Parce que si je reste dans ce groupe, on va se retrouver rapidement démuni, alors que sinon, Alaphilippe peut monter à son rythme et conserver un écart, je dirais, certes important, mais pas non plus dramatique, en terminant, vous savez, 100 barres. Ça aurait été assez catastrophique. Tiens, on est sur, par contre, une très belle journée pour Miguel Angel Lopez, qui est presque capable de suivre Pogacar. En tout cas, c'est celui qui est capable de le suivre le mieux. Pogacar s'impose évidemment devant Roglic, Bernal et du coup Lopez, avec une belle place de Simon Yates. Carapace qui, malgré son travail d'équipier, fait 6. On a bien compris donc la logique de ce Tour de France. Tout est confirmé jour après jour. Et voilà, en tout cas, je trouve que c'est une expérience que j'ai aimée. Bon, c'est pas fini, hein, il reste encore une étape de plaine, il reste encore les champs aussi en 21, mais il reste aussi surtout le contre-la-montre de l'étape 20. Donc ça, on verra comment on peut faire pour essayer d'y performer correctement. Mais pour ce qui est du bilan général, on peut déjà presque le dresser. Pogacar au-dessus du reste du monde, et Alaphilippe, quelque part, à sa place. En fait, c'est même une place honorable par rapport à ce que dans la réalité, il pourrait aller chercher. Même en jouant vraiment le général à fond. Moi, je m'étais fixé, puisque vous avez vu, j'avais remodelé l'effectif avant le tour, suite à aussi une petite consultation par sondage. Je m'étais dit, bon, ok, hein, puisque c'est ça, on emmène Cataneo, on emmène Van Sevenant, on emmène Honoré, d'accord, à la place de Lampart, à la place de Morkov, etc. Donc on emmenait des garçons qui étaient plus à même d'aider Julien Alaphilippe dès que le terrain s'élève un petit peu, et pas de problème, mais du coup il fallait jouer le top 5. Finalement c'était l'objectif du sponsor. Le top 5, il est encore accessible en vérité, ça n'est pas encore foutu pour le top 5, mais par contre on pouvait pas espérer mieux, et à un moment donné je m'étais pris à penser que peut-être qu'il y aurait moyen d'embrouiller l'IA, de
de faire quelque chose, mais je suis relativement satisfait que ça n'ait pas été rendu possible par la config de ce tour. Ewan, Van Der Poel, Bennett sont encore à la lutte pour le maillot vert. Vous voyez, le classement du maillot vert n'est absolument pas décidé à ce stade-là. On n'a rien de définitif. Allez, il y a un sprint à jouer là. On va essayer de s'appliquer. Toujours mettre notre petite config en place. Alors c'est vrai que quand même quand je pouvais emmener avec Asgreen, c'était quand même un peu plus pratique. Bon, Cataneo s'y colle. C'est de moindre qualité, mais ça va. Et on essaye de mettre Stybar, puis Sénéchal. Oui, ça passe. Et là, maintenant, il va falloir libérer Bennett. Et regardez, sur l'accélération pure, Groenewegen, sorti un petit peu de nulle part, va venir comme ça chercher son étape. Donc voilà, très bien. On a été surpris par le sprinter néerlandais. Et derrière, voilà. Ce qui m'a surpris beaucoup, c'est que Van Der Poel n'a pas cherché à marquer le moindre point sur cette arrivée. Il était dans la roue d'Alaphilippe, alors que s'il était allé juste dans la roue de Bennett, il aurait pu, on va dire, limiter un petit peu l'écart sur le classement du maillot vert. Donc, petite déception ici que je dirais, la non-implication de Van Der Poel sur ce sprint. Allez, on y est enfin. Le contre-la-montre de l'étape 20, Libourne-Saint-Émilion, 30 km qui sont quand même relativement plats. On fait nos petits tests avec les équipiers. Alors c'est certain que l'effort, l'intensité qu'on va mettre avec Sénéchal, avec Bennett, voire même avec Stybar ou Honoré, Van Sevenant, ne sont pas des éléments qui vont beaucoup m'aider, mais ça va être juste des petites indications pour savoir ce qu'il y a à faire avec Alaphilippe. Le vrai test, en fait, c'est Cataneo, puisque Cataneo, c'est un vrai bon coureur de contre-la-montre. Et avec Cataneo, à la limite, là, j'ai pu cerner un petit peu quel devait être l'effort moyen ou l'effort de départ, l'effort de fin. Pour ce contre-la-montre, vous voyez, je me suis fixé à 80 pour le départ. 80 pour Julien Alaphilippe. Allez, c'est parti. Il a le joli maillot de champion de France du contre-la-montre, puisque, souvenez-vous, je vous ai montré ça à l'épisode 12. Il était allé chercher ce maillot de manière très très surprenante, mais à la limite. Julien Alaphilippe est capable de beaucoup de choses, en fait, s'il le décide, donc je trouve pas ça si choquant. Lopez, Yates nous devance au général. Ils ne sont pas les seuls, il y a aussi Egan Bernal. Mais Egan Bernal me paraît un petit peu loin au classement. Bon, ne parlons pas de Roglic, bien sûr, et de Pogačar. Roglic est à 2 minutes de Pogačar avant cette étape-là, ce qui veut dire que Pogačar a vraiment course gagnée à partir du moment où il ne s'effondre pas, où il ne chute pas non plus à l'étape 21. Le Tour de France est gagné pour Tadej Pogačar. L'intermédiaire 2, regardez, on se rapproche, c'est bien. On a finalement fait une très bonne deuxième partie de ce contre-la-montre-là. Et puis c'est là d'ailleurs qu'on voit de vrais écarts entre Alaphilippe et des non-spécialistes comme Simon Yates ou bien Miguel Angel Lopez. Même Bernal a accusé le coup par rapport à Alaphilippe sur la deuxième partie. Donc, reprise de temps intéressante. Ah là là, on ne battra pas Ganna ni Juan Denis, ce qui paraît logique aussi. En revanche, Julien Philippe a quand même réalisé un super chrono. Et regardez, c'est quelque chose qui va nous permettre peut-être d'espérer quelque chose au général. Bernal en termine. Lopez et Yates en ont terminé. Et ont terminé à distance raisonnable d'Alaphilippe. Alors qu'on vérifie quand même que tout va bien du côté de Pogačar, qu'il n'y a pas de craquage. Ça va. Allez, c'est bon. Il a gagné le Tour de France. Il a gagné. Regardez la belle représentation. Ineos Grenadier, il y en a 4 dans les 7 premiers de l'étape. Donc, pas mal du tout. Le job d'équipe. Et Alaphilippe reprend la 4e place, qui était presque la meilleure que l'on puisse espérer. Cette 4e place derrière les 3 monstres.
Bon, bah écoutez, finalement, tout finit bien pour moi. Quatrième, c'est déjà très très beau et il fallait se résoudre à l'évidence. Plus, ça aurait été impossible. Il reste de l'enjeu. Sur l'étape 21, l'enjeu, c'est le maillot vert, toujours. Ce fil rouge de tout ce Tour de France, finalement, où rien n'est fait, puisqu'à 33 points d'écart, ce n'est pas grand-chose, avec les 20 points de l'intermédiaire, 20, 17, 15, etc. Plus les 50 points à l'arrivée, 50, 30 et compagnie, hein, on connaît le décompte habituel sur ces étapes de plaine du Tour de France. Et donc, moi je me contente de prendre la roue de Van der Poel finalement. Hein. Ce qui est suffisant, c'est de soit limiter la casse, soit de jaillir en ayant pris son abri et venir prendre un petit peu des points. Regardez, ici à ce moment-là, 345, 310. Ça veut dire qu'en fait, en cas de victoire de Van der Poel combinée à, par exemple, une 4-5e place de Bennett, Van der Poel sera maillot vert de ce Tour de France. Donc il y a encore une pression jusqu'au bout sur ce classement par points. On va donc essayer de faire le job, essayer de le faire un petit peu mieux qu'à l'étape 19 par exemple. Après c'est pas du tout la même config, hein. C'est pas du tout la même chose. On demande encore à Cataneo de mettre sur orbite Stybar qui ensuite s'occupera, bref on a compris, l'aboutissement de tout ça c'est de placer Bennett dans les meilleures conditions en le lâchant, j'ai presque envie de dire le plus tard possible. Iwan est pas mal placé, mais nous sommes en pole position. Sénéchal et Bennett est lâché. Un petit peu tard, mais moi je pense correctement en fait. Correctement, il s'impose devant Demar, Groenewegen, Pedersen, Ackermann. Van der Poel ne fait que 6e. Donc, sur les Champs-Élysées, Sam Bennett a assuré ce maillot vert. Est allé prendre également une nouvelle victoire d'étape sur ce tour. Sam Bennett, voilà, merci. Très bon travail, mon grand. Au revoir. Dès l'épisode prochain, nous serons sur les renégociations de contrat. Et je vous l'ai déjà dit, je laisse partir Bennett. Je préfère jouer avec on peut le dire, hein, avec Ballerini et Jakobsen. Voilà mes deux choix pour l'année suivante. Ballerini, Jakobsen. Sans que je n'ai réellement décidé de lequel des deux sera sur le Tour de France. Parce qu'en fait, qu'on mette l'un ou qu'on mette l'autre, on a de belles choses à espérer. IRL, j'ai lu que c'était Jakobsen qui allait être privilégié par l'équipe de Lefebvre sur le prochain tour. Puisque justement, il y a des déclarations un peu tapageuses au sujet de la renégo de Cavendish et compagnie. Bref, c'est du Lefebvre à plein nez. Pogačar se fait 3 maillots, mine de rien. Il se fait le jaune, les pois et le blanc, cela va sans dire. Donc, par la suite, je vais vous proposer du recrutement. Donc, léger flashback, parce que j'ai voulu respecter la chronologie des étapes. Puis là, je vous montre ce qui s'est passé quelques jours avant la fin de ce Tour de France. C'était la dernière étape des dossiers. Au niveau des dossiers, ce que j'ai choisi de faire, c'est me laisser quand même une porte ouverte par rapport à l'éventuelle prolongation de João Almeida. Alors, j'avais parlé d'affaiblir, j'avais parlé de laisser partir le coureur portugais. Pourquoi ce dossier ouvert? Tout simplement parce que après ce Tour de France, je me dis que ce serait peut-être rigolo en fait après un Giro que je vous ai présenté où Almeida a vraiment été assez fabuleux. Ce serait rigolo de se dire une année pour Almeida, simplement une année de prolongation avec un objectif qui est de combattre Pogačar, Roglič, Bernal. Donc ça peut être un vrai défi intéressant, mais en se forçant à ne l'aligner que sur le Tour de France, bien sûr, ni sur Giro, ni sur Vuelta. Donc voilà, c'est ma petite réflexion du moment. Je ne sais pas encore, à ce moment-là, je ne sais pas du tout si je vais le faire ou si finalement je vais quand même le laisser partir. Ça dépendra aussi des prétentions financières, parce que mine de rien, vous verrez au prochain épisode
que si on commence à renouveler et à payer dignement certains coureurs, Ballerini par exemple mérite une vraie augmentation de salaire, hein. Il va demander pas mal d'argent. On va se retrouver très rapidement à compter nos deniers, voilà. Si on veut aussi payer dignement les Bagioli, Honoré, Masnada, peut-être Stibar quand même. Voilà. Hein. Donc, je vous dis à bientôt. Prochain épisode que je sortirai, ce sera du Gazprom la semaine prochaine. Puis après, on s'occupera du recrutement avec de Koenig Quickstep. Très bon week-end à tous. Bye bye.